Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce matin. Je vous remercie également pour votre petite patience avant qu'on commence ce webinaire qui portera du coup sur le deuxième trimestre 2026 et sur notre flagship Pressora Bacchus Discovery qui, je le rappelle, est un fonds investi sur les small et micro caps de la zone euro. Avant de commencer la présentation et de laisser la parole aux équipes de gestion, un petit détail technique. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via la rubrique Q&R qui est située en haut au milieu de votre écran ou à la fin de la présentation, on va dédier un petit temps aux questions-réponses et vous pourrez à ce moment-là aussi activer votre micro. Alors avant de laisser la parole aux équipes de gestion, je vais revenir brièvement sur la société que vous connaissez, que vous commencez tous à bien connaître. Mais en quelques mots, Philippe Auting Gestion, c'est une société de gestion qui est 100% indépendante. Je tiens à le souligner car c'est de plus en plus rare sur la presse parisienne. La société a connu un tournant mi-2021 avec l'arrivée d'Edwin Faure en tête de la gestion, qui arrivait avec ses équipes et qui a mis en place sa vision de la gestion à travers une méthodologie dite Abacus, qu'on applique à nos différentes stratégies, que ce soit des fonds dédiés, mais aussi des fonds ouverts. Des fonds ouverts, on en a trois, deux qui sont article 9, avec Abacus Credit Impact, qui est un fonds de corporate bonds investis en Europe, Abacus Green Deal, un fonds article 9 sur les multicaps européennes, et enfin le sujet du jour, Abacus Discovery, qui d'ailleurs fête ses 5 ans ce mois-ci de reprise de gestion. Ça sera l'occasion aussi de refaire un petit point sur ce qui s'est passé sur ces 5 ans, les belles performances qu'on a pu avoir, qui, euh, qui sont, euh, qui sont traduites par une bonne collecte récemment, parce que le fonds a passé les 60 millions d'encours. On est un petit peu plus de 62 millions aujourd'hui, et on est confiant et optimiste quant à la continuité de cette progression. Je le rappelle, le fonds est PEA et PEA-PME, et c'est un fonds qui est article 8. Un dernier point sur la société de gestion, c'est notre engagement responsable, car le RSE est au cœur de notre gestion. On a développé un outil propriétaire qui nous permet une analyse extra-financière poussée des sociétés de gestion qu'on a dans notre univers d'investissement et dans notre portefeuille. Voilà, un petit mot sur les équipes de gestion. On a donc Edwin Faure qui s'occupe de la direction de la gestion et qui est épaulé sur la partie financière par deux analystes gérants qui sont Martial et Romain qui participeront au webinaire du jour et Agathe qui s'occupe de la partie extra-financière et de l'analyse ESG. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Edwin Faure qui va revenir sur le contexte des small et micro-caps. Merci. Merci, Jules. Bonjour à tous. Oui, on va revenir sur le contexte porteur que vous connaissez déjà sûrement tous. Mais pour rappel, voilà, pourquoi on pense que c'est une bonne idée d'être investi sur les small caps. La première raison, c'est vraiment la surperformance des small caps par rapport aux large caps. Sur une période assez longue, sur une trentaine d'années, on a une surperformance entre 2 et 3% par an. La principale des raisons, c'est des croissances plus fortes sur les small caps que sur les large caps qui ont tendance à être un peu plus matures. Un management qui est plus aligné en termes d'intérêt, puisque souvent les dirigeants sont les premiers actionnaires ou font partie des familles actionnaires. Et il y a une certaine flexibilité. Quand une entreprise est petite, elle est plus flexible qu'une entreprise plus grosse ou plus mature. Et dernier point, le nombre d'OPA qui est assez conséquent. C'est plus facile de racheter une entreprise qui fait 100 millions de market cap que 10 milliards. Donc un vecteur de performance important par rapport au large cap. Malgré cela, depuis 5 ans, il y a eu une vraie sous-performance des small cap par rapport au large cap. La principale des raisons, c'est les incertitudes macroéconomiques, le relèvement des taux, les pressions concurrentielles à l'international, les crises géopolitiques, la guerre en Iran, en Ukraine, etc. Dans les périodes d'incertitude, les small caps ont tendance à sous-performer les large caps, mais au moment des rebonds, elles ont tendance à surperformer. Même si, quand on regarde la croissance des BPA de ces entreprises small cap, elles ont été en fait peu impactées par ces événements macroéconomiques. La sous-performance a été aussi accélérée par une décollecte importante en France, puisqu'il y a eu presque 6 milliards de décollectes depuis 2018. Et là, on retrouve une collecte un peu plus positive depuis quelques mois. Pourquoi on pense
que c'est un bon point d'entrée aujourd'hui pour les small caps. La première, c'est les valorisations qui sont très faibles. On a une décote assez forte par rapport au large cap. Les small caps se payaient avec une légère prime par rapport au large cap parce qu'elles étaient en plus forte croissance. Aujourd'hui, elles se payent avec une décote de près de 26%. Du jamais vu, même en 2008, cette décote par rapport au large cap n'a jamais été aussi importante. Si on regarde le private equity, on regarde qu'il y a une décote qui a certes été réduite, mais les small caps ont une sous-valorisation par rapport au large cap d'à peu près 17%. Donc aujourd'hui, si on est long only sur l'equity européen, en termes de purement valorisation, il vaut mieux être investi sur des small caps que des large caps ou que du private equity. Les choses nouvelles qu'on a eues depuis le début de l'année dernière, c'est deux choses importantes. C'est le plan massif en Europe, plus d'1 milliard qui va être injecté en Allemagne dans la défense, l'industrie et les infrastructures. Ça, c'est un plan qui va aider tout l'écosystème allemand, mais ça va aussi rayonner à travers l'Europe. C'est le plan de relance allemand qui n'a jamais été opéré depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça va être un effet assez important. On ne le voit pas encore trop dans les chiffres, mais sur la deuxième partie de cette année et surtout l'année prochaine, quand les budgets auront été votés et alloués, on aura un impact plus significatif sur nos entreprises. Le deuxième point, c'est les incertitudes commerciales, les différentes tensions géopolitiques et les barrières douanières sont plutôt positives aux small caps parce qu'elles sont plus domestiques, elles sont moins impactées par les impacts géopolitiques à travers le monde, elles sont plus domestiques. Quand vous mettez des barrières douanières, vous les protégez aussi par rapport aux concurrents internationaux. Plus récemment, on a vu des flux positifs revenir depuis plusieurs mois sur la classe d'actifs. Ce n'est pas encore significatif, mais c'est plutôt encourageant. Et on a des soutiens ciblés de plus en plus importants par les gouvernements. CDC Croissance qui investit 500 millions dans les small caps, la BPI qui a annoncé récemment 200 millions, le Fonds national italien qui a décidé d'investir 700 millions sur la deuxième partie de cette année. Intermonté, ça c'est nouveau, c'est sorti la semaine dernière. Il y a 300 millions qui sont injectés dans un ETF small cap italien. Et TB3 qui vient d'être annoncé pour jusqu'à 13 milliards et qui aurait comme focus les small caps. Notre philosophie de gestion, vous la connaissez, mais pour rappel, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle du QARP. On essaye d'acheter dans une entreprise de qualité à un prix raisonnable. Une entreprise de qualité, c'est une entreprise qui a une certaine résilience économique, donc pas beaucoup d'entreprises cycliques, c'est pas ce qu'on aime. C'est des entreprises qui sont structurellement en croissance. Une entreprise de qualité, elle est en croissance supérieure à son PIB. Des marges importantes sur les différentes marges opérationnelles, mais aussi un retour sur capitaux employés significatif, et bien sûr des flux de trésorerie positifs, puisque on n'investit que dans des entreprises qui ont des cash flows positifs, hors capex exceptionnel de croissance. Cela se traduit par des avantages concurrentiels importants et bien sûr une gouvernance exemplaire, et on a suivi des dirigeants et de leur track record depuis des années. Les valorisations, c'est vraiment quelque chose aussi très important. C'est essayer de trouver ces entreprises de super qualité, mais les payer pas trop cher. Comment on fait? On utilise beaucoup de différentes métriques et systèmes de valorisation, mais aussi notre savoir-faire, c'est surtout d'aller trouver ces pépites. C'est pour ça que le fonds s'appelle Discovery, c'est trouver ces entreprises en Europe, peu suivies, peu connues, où depuis MiFID II, la recherche externalisée s'est beaucoup appauvrie, où il y a de moins en moins de gérants small cap sur le marché, donc le marché devient encore plus inefficient. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous parce qu'on va être souvent les premiers sur certaines valeurs en Grèce, en Italie ou dans d'autres pays. Notre approche quand on investit, elle est toujours long terme. On ne fait pas de trading, on ne joue pas à des restructurations, on ne joue pas à des publications. Donc quand on veut être investi, on va rester au moins dans notre objectif 5 à 10 ans, même si on a une rotation qui est de l'ordre de 30% aujourd'hui. Le dialogue est continué est très important avec les dirigeants. On fait plus de 500-600 meetings avec les dirigeants. Toutes les entreprises du portefeuille ont fait un meeting avec les dirigeants et on leur parle entre 2 et 8 fois par an en fonction du besoin qu'on a sur nos positions. La philosophie, c'est l'indépendance des benchmarks. On a la chance d'être complètement indépendant. Voilà, donc on a des biais très forts sur des secteurs, sur des pays, qui nous permet en fin de compte de surperformer sur la durée et d'avoir une indépendance de pensée forte. Les gestions du risque, ça c'est quelque chose d'important. On n'aime pas les entreprises cycliques, on n'aime pas les entreprises très endettées, on n'aime pas les entreprises qui peuvent être disruptées technologiquement. Donc il y a toute cette gestion du risque qu'on fait et bien sûr des critères ESG qui sont intéressants pour nous pour réduire les risques qui peuvent être climatiques, réglementaires ou autres.
Un point sur le fonds, donc comme disait Jules, on l'a repris il y a 5 ans. Le fonds sur 5 ans fait, depuis 2021 à peu près, fait 71%, contre 8,5% contre l'indice micro-cap et 48% par rapport au small-cap, donc une belle surperformance, aidée en partie par une vingtaine d'OPA depuis le début de notre reprise de gestion. Le fonds est un fonds engagé, on fait un nombre assez important sur l'économie réelle, on fait un nombre d'IPO significatif, puisqu'on a fait depuis la reprise 36 IPO et 10 augmentations de capital, avec, c'est ça vraiment notre savoir-faire aussi, c'est aller négocier les prix à la fois sur les augmentations de capital, mais aussi sur les IPO, où on est quelquefois peu nombreux pour rentrer à des valorisations très intéressantes. Notre track record OPA, donc 21 OPA, avec des primes en moyenne de 24%, et avec une belle accélération en 2023 et 2024. Et depuis le début de l'année, nous avons eu 2 OPA. Voilà, donc ça continue. La stratégie, c'est pas trouver des entreprises qui veulent se faire racheter, c'est plutôt investir dans des entreprises de très belle qualité et pas très chères. Et donc, bien sûr, il y a d'autres gens qui s'intéressent, des fonds de private equity, des industriels ou des familles qui décident de délister puisque les valorisations sont excessivement basses. Notre track record de multibagger, donc nous on cherche ces fameuses entreprises qui peuvent faire x2, x3, x12 dans certains cas. Donc c'est vraiment ce savoir-faire de prendre ces petites entreprises et les accompagner pour qu'elles deviennent grosses. Vous pouvez voir que depuis, on a 16, donc ce que je dis, on en a 12 multibaggers depuis la reprise, avec des détentions qui sont de l'ordre de 4 ans jusqu'à 6 mois. Récemment, on a fait x3 sur SUS Microtech. Et si on regarde un peu ces valeurs, on peut regarder qu'il y a à peu près 4 ou 5, 6, un tiers, un bon tiers viennent des IPO. Ces entreprises ont est rentré à l'IPO, ce qui prouve que les IPO peuvent être génératrices de valeur quand elles sont bien pricées et qu'elles sont dans des bons secteurs et que ce ne sont pas des fonds de private equity qui sortent. Le positionnement du fonds à l'heure actuelle, c'est un fonds qui a la particularité d'être investi sur les small caps plutôt dans les pays du Sud. À peu près 50% du portefeuille est investi en Italie, en Grèce et en Espagne. Voilà, ce sont des pays qui ont tendance à être sous-pénétrés ou mal suivis, puisque le système de retraite par capitalisation est plutôt dans les pays nordiques et qui ont donc par définition un vrai savoir-faire et une vraie maîtrise de la gestion action. Et après, plus vous descendiez dans les pays du Sud, plus c'est un système de retraite par répartition, et donc il y a connaissance et un nombre d'acteurs très faible sur ces pays-là. Et donc, c'est pour ça que c'est ces pays qui sont plus inefficients en termes de valorisation. Et donc, c'est pour ça que ça nous intéresse fortement. Je vous donne un exemple. Je pense qu'en France, il doit y avoir 20 à 25 gérants small cap, small micro cap. Dans les pays au UK, on a une quarantaine. Dans les pays nordiques, il y en a beaucoup. Et en Italie, on a très peu. Il y en a 6-7 max. La répartition par les secteurs, vous pouvez voir les différentes répartitions. Vous allez voir qu'on est sous-pondéré sur des secteurs comme les matériaux, l'auto, l'immobilier, la finance, qui sont des secteurs qu'on trouve trop cycliques. Et on a bien sûr des secteurs qu'on aime bien, tout ce qui est énergie, environnement, infrastructure, technologie, défense, IT, logiciel, industrie non cyclique. Aujourd'hui, la capitalisation du fonds, ça reste un fonds assez small, mais qui est plutôt positionné vers les microcaps, puisque la market cap moyenne est de 465 millions. Dernier point, avant que je laisse la parole à Romain et Martial pour vous parler du début de cette année et surtout le deuxième trimestre. Voilà, le fonds a quand même bien performé sur les dernières années. La question est de savoir est-ce qu'il y a encore de l'upside. Nous, on a bien regardé ces métriques qui sont intéressantes pour nous. On les a déplacées sur 2027-2028 pour avoir un peu plus de visibilité. Vous voyez que le chiffre d'affaires des entreprises qu'on a en portefeuille va croître de 15% l'année prochaine et 10% l'année suivante, soit 2, 3, voire 4 fois plus que l'indice de référence. Et les BPA, vous voyez, à plus 25% sur 2027 et 15% sur 2028, contre 2 à 2 fois et demi plus que l'indice de référence. Donc vous avez vraiment des entreprises vraiment structurellement en croissance, et vous voyez que malgré ça, ça reste des entreprises de qualité avec des marges nettes bien supérieures à l'indice de référence, proche de 10%,
donc qui intègre vraiment les amortissements, les dépréciations, les coûts de la dette, etc. Et un ROCE qui est significativement supérieur à l'Eurostock, puisqu'il est à 22,4% contre 13,9%. Et au niveau de la dette, 0,2 fois la dette nette sur EBITDA, ce que je disais en introduction, des entreprises peu endettées, comparé à l'indice de référence, puisqu'à peu près un tiers de nos entreprises sont en cash net, ce qui leur permet de faire des acquisitions et pas être stressés au niveau de leur coût de leur dette. Les valorisations restent quand même très attractives. On regarde sur les bits, on se paye moins cher que l'indice de référence sur 2027 et 2028. Et pareil sur 2027 et 2028 sur les PE. Vous voyez que le PE 2027 est un peu plus élevé. C'est l'effet cash qui joue par rapport à l'Eurostoxx Small. Donc voilà, donc vous avez des entreprises en très forte croissance, de très belle qualité et des valorisations encore très attrayantes. Donc c'est pour ça que en additionnant un environnement plus positif sur les small caps en Europe, on est très confiant sur ce secteur. Pour le retour sur le début de l'année, je vais laisser passer Martial et après, je reviendrai pour les questions. Merci. Bonjour à tous. Alors donc pour revenir un petit peu sur ces débuts d'année, on va dire qu'on va faire en deux parties. Donc d'abord le T1 et le T2. Rapidement sur le T1 parce qu'il nous intéresse c'est beaucoup plus le T2. Mais la performance à date est de 10,9% contre son indice, le stock small de 7,7%. Donc c'est à peu près 3 points d'écart avec notre indice. Donc on va commencer par le début d'année. Sur le premier trimestre, on a eu différents chocs, vous connaissez sans doute, donc que ce soit la rupture IA ou la guerre en Iran. Mais pour commencer, structurellement, le fonds, il a une composante, comme l'a dit Edwin, qui se concentre sur les entreprises et les pays d'Europe du Sud, qui ont des périodes de publication qui sont généralement en décalage avec les pays du nord de l'Europe. Et ça explique généralement une partie du début de l'année en termes de performance. On peut expliquer, c'était un peu un début d'année qui était marqué par des entreprises qui étaient cycliques, qui ont bénéficié d'un rebond économique, là où le fonds est généralement moins exposé. Donc, on a peu de financières, pas de matériaux, pas d'immobilier. On évite ce genre d'entreprise. C'est un segment d'activité qui a beaucoup plus performé au début de l'année, mais par contre qui a fortement et assez mal réagi au choc économique lié d'abord à la rupture IA. Donc vous le savez, Anthropic, on en parle beaucoup, a sorti des modèles d'intelligence artificielle liés à l'agent IA qui mettent en difficulté et menacent les modèles économiques des entreprises de la tech, majoritairement les entreprises de logiciels ou encore de services IT. Donc cette période-là, elle a été marquée par une résilience du portefeuille qui a très bien soutenu la performance du fonds. Et dans un deuxième temps, l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Iran et surtout, particulièrement, le blocage des trois Hormuz, par lequel passe une grande majorité des matières premières à destination de l'Europe et notamment celle de l'énergie. Ces craintes de regain d'inflation et de pénurie de pétrole a engendré une panique sur les marchés qui s'est traduit par une chute des cours. Pour autant, le fonds a lui très bien performé et en fait a beaucoup moins baissé que son indice jusqu'à mars 2026. Et si aujourd'hui on fait la synthèse, le fonds a enregistré une performance sur le premier trimestre de moins 6,5% contre moins 4% contre son indice. Et la deuxième partie, qui est celle qui nous intéresse le plus donc aujourd'hui, marque un rebond du fonds avec une performance de 17,6% contre 11,5%, c'est-à-dire 6 points d'écart par rapport à son indice. Comme je disais au début de cette slide, les entreprises d'Europe du Sud ont tendance à publier à partir de ce moment-là, entre mars, avril et début mai. Et globalement, en termes de portefeuille, on a eu un peu plus des 2 tiers du portefeuille qui ont eu de très bonnes publications, ce qui a soutenu énormément la performance du fonds. Et ce qu'on peut voir dans la deuxième partie, donc la première partie on va dire de mai-avril, les performances ont été largement tirées par les publications. Et dans un deuxième temps, cette résilience par rapport au choc macroéconomique, par rapport au cycle géopolitique, il se marque dans les baisses. On voit que le fonds baisse moins à chaque fois que, on va dire là, entre avril et juin, le marché a été fortement porté par des effets d'annonce de Donald Trump. Et on voit que le portefeuille, à chaque fois, a très bien résisté à ces effets d'annonce par ce biais domestique, par ce biais de niche et d'entreprises de qualité. Pour illustrer un petit peu ces propos,
Pour rappel, notre exposition géographique en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire en transparisation des entreprises, il est relativement faible à ces zones de conflit. Donc pour le Moyen-Orient, on a à peu près 2% du chiffre d'affaires, l'Asie représente 6% et les États-Unis, c'est-à-dire 9%. Donc au global, on a 17% du portefeuille qui sont exposés aux zones un peu à risque, c'est-à-dire les barrières douanières, la Chine, on va dire la menace chinoise et le conflit au Moyen-Orient. Au-delà de ça, ce conflit et ces conflits au Moyen-Orient, ils ont soulevé un point qu'aujourd'hui on retrouve assez régulièrement, c'est celui de la souveraineté de l'Europe. C'est une thématique qui s'est jouée et qui a commencé à se jouer il y a déjà un moment, au début de la Covid-19, ensuite avec l'entrée la guerre entre l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui le Moyen-Orient, les barrières douanières. Tout ça, ce sont des facteurs qui nous rappellent que l'Europe a des manquements structurels, a des faiblesses structurelles auxquelles elle doit pallier si elle veut retrouver une souveraineté et un poids économique dans le monde de demain. Pour ça, elle doit investir et réindustrialiser un grand nombre de secteurs. C'est des secteurs dans lesquels nous sommes investis à 80%, à hauteur de 89% du portefeuille, 90% du portefeuille. Vous voyez ici la répartition des thématiques que l'on adresse directement. Alors les technologies critiques, on peut retrouver Semco, SUS Microtech. Dans la réindustrialisation et l'infrastructure, on a des entreprises notamment qui font appel notamment à l'économie circulaire. On retrouve du Séché Environnement, ce genre d'entreprises qui soutiennent le fait d'être capable de s'auto-alimenter en énergie, en matières premières. Et ça, c'est indispensable à la souveraineté européenne. Évidemment, la souveraineté énergétique, on n'en parle jamais assez, mais toujours un point très important, notamment sur la grille, sur les énergies renouvelables, qui nous permettrait de nous émanciper un peu du gaz et du pétrole, qui sont structurellement des facteurs qui ont des chocs sur l'économie européenne depuis quelques années. La défense et la sécurité, on a des entreprises en portefeuille MS International qui ont déjà été citées par le passé, qui font des systèmes anti-drones, qui est aujourd'hui une des thématiques les plus adressées dans le secteur de la défense, et ou encore la santé. Pour revenir un petit peu sur cette exposition à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, nous, on quantifie qu'au sein de notre portefeuille, on a 60% des entreprises qui sont exposées à un côté bénéfique, c'est-à-dire à des gains de productivité liés à l'intelligence artificielle. Alors, ces 60%, ils sont calculés à la fois à l'aide des échanges qu'on a eu avec les dirigeants. Comme l'a dit Edwin, on a des échanges réguliers avec les dirigeants sur à la fois la structure de l'entreprise, sur les évolutions en termes de chiffre d'affaires, mais évidemment sur les menaces qui peuvent peser sur leur activité. L'IA en fait partie, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un levier, autrement qu'une menace. Et donc, on a au moins 60% qui sont exposés positivement. Sur les menaces, on va dire, structurelles et directes sur les entreprises du portefeuille, on en compte à peu près pour 16% du portefeuille, qui, elles, sont concentrées sur les segments suivants, qui sont les éditeurs de logiciels, les entreprises d'IT et les entreprises autres. Donc, quand j'entends autres, j'entends les entreprises qui sont hybrides, qui sont à la fois des entreprises qui font des logiciels, services IT, et même parfois de l'infrastructure pour l'IA, qui font du cloud computing, on appelle ça, qui permettent donc de monter les modèles d'intelligence artificielle européens. Donc, c'est à la fois des entreprises qui sont à risque, c'est 16%, mais elles font également partie des 60 de celles qui ont des gains de productivité liés à l'IA. Je passe maintenant la parole à Romain qui va vous parler des principaux contributeurs et détracteurs de ce deuxième trimestre 2026. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais revenir avec vous sur ce qui s'est passé principalement au second semestre au sein du portefeuille. Donc, dans un premier temps, ce qu'on voulait aussi, ce qui est important d'illustrer dans cette slide, c'est typiquement, on parlait tout à l'heure de notre biais Europe du Sud. On retrouve parmi nos 5 premiers contributeurs, principalement de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Ce qu'on voit en fait, ce biais sectoriel n'est techniquement pas un biais dans le sens où on veut investir dans ces géographies, mais en fait qui résulte de notre méthodologie de gestion, qui est de chercher des entreprises à forte croissance, avec des leviers opérationnels, peu endettés, et surtout à des valorisations qui sont assez faibles. Aujourd'hui, maintenant, si on devait commenter ces premières contributions, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. ICOP, première position du portefeuille, continue de contribuer extrêmement positivement. Ils ont annoncé récemment une acquisition structurelle de Trévi qui leur permettra de leur donner un rayonnement international sur toute la dimension du microtunneling, qui est une expertise qu'ils ont et qui est assez unique, et qui continue de contribuer très fortement à la performance, malgré déjà les performances excellentes depuis l'IPO. On a déjà multiplié par 3 les bénéfices, notre investissement initial.
Un second point que je voulais aussi soulever sur cette slide des principaux contributeurs, c'est que FAE Technologies, on vous a souvent parlé des petites entreprises qui réagissent peu pendant un certain temps et qui ensuite explosent d'un moment à un autre. On est typiquement dans ce cas avec FAE Technologies. On vous a parlé avant peut-être de Artech ou Sicor pour ceux qui nous ont suivis. FAE, c'est une entreprise qui, sur les dernières 1 an et demi, a très peu performé, mais qui a continué de délivrer et qui aujourd'hui est encore plus exposée avec leur dernière acquisition, Kaiser Space, dans l'électronique spatiale, qui est un segment extrêmement intéressant, qui leur ajoute de la visibilité en plus de la croissance. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'elle ne publie que semestriellement, donc on n'a pas encore vu la publication, on a quand même discuté avec le management et on est très positif sur les performances futures de FAE Technologies. On voit que le marché a déjà commencé à pricer cette évolution positive et on pense qu'on n'est pas à la fin de ces ajouts. On vous a déjà parlé de Hectare, qui est une position qui est une position assez récente en Grèce dans l'infrastructure et qui fonctionne extrêmement bien, qui devrait atteindre, qui a un backlog qui s'est multiplié par 2 d'ici 1 an, donc qui offre maintenant plus de 2 ans de visibilité, avec en plus d'autres caractéristiques qui devraient ajouter un effet de taille supplémentaire sur Hectare. Donc on est toujours extrêmement positif sur cette valeur, qui est pourtant une valeur assez nouvelle. Pour revenir un peu plus sur les détracteurs, on voit aussi qu'on a un drawdown qui est un peu plus maîtrisé. On a vu que le second semestre était très fort sur le marché, mais dans tous les cas, on voit que les contributeurs positifs sont largement supérieurs aux quelques contributeurs négatifs que nous pouvons avoir. Et d'ailleurs, vous retrouverez la majorité de ces contributeurs positifs dans le top 10 et la majorité des détracteurs qui sont plutôt des pondérations en attente de confirmation de livraison sur la thèse d'investissement. Si je vais maintenant, du coup, pour faire la transition par rapport à notre top 10, ce qui est toujours important de signifier là-dessus, c'est quelque chose qu'Edwin vous a sûrement déjà dit, mais c'est premièrement une concentration très importante sur nos premières positions. On est un fonds de conviction, donc on concentre 38,2% du portefeuille sur les 10 premières positions, ce qui est extrêmement important pour nous. Ensuite, le deuxième point le plus important, c'est effectivement la diversification. Quand on regarde uniquement sur les geeks, sur Bloomberg ou autre, on peut voir qu'on est 40% industrie et 40% technologie, mais nous, c'est pas, en fait, on investit que dans des entreprises qui sont niches et c'est pas représentatif de la réelle diversification du portefeuille. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis cette transparence de secteur. Et ce qu'on voit au final, si dans le top 10, c'est qu'on retrouve 5 pays différents et 7 secteurs différents. Donc avant tout, on recherche cette diversification, même si ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir de premier abord en regardant uniquement Bloomberg. Dernier point extrêmement important à signifier également, la durée de détention. Ce qu'on a vu récemment, c'est qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux acteurs sur lesquels on a commencé à entrer d'ici 1 an et demi, qui a commencé à très fortement performer. Quand la durée de détention moyenne du portefeuille était en général supérieure à 2 ans, on voit l'arrivée notamment de FAE qui a performé de 61% sur le trimestre, d'Hectare dont on a parlé exactement juste avant, mais également de Interlife, qui est une nouvelle entreprise, qui est une entreprise certes dans les services financiers, mais qui n'est pas exactement corrélée aux services financiers de manière générale. C'est un assureur qui bénéficie de tendances structurelles en Grèce en ce moment. Et effectivement aussi Contron qui a plutôt bien performé récemment. Dernièrement, on voulait vous parler de ce qu'on a fait concrètement au sein du portefeuille et principalement nos entrées et sorties. Donc, on continue cette stratégie dont Edwin a parlé plus tôt sur les IPO. On a participé à notre première IPO de cette année avec Aliamentis, qui est une entreprise en Italie spécialisée dans l'innovation industrielle et notamment dans une technologie qui permet de former le carbone, notamment pour les capots de voitures ou autres industries de pointe, telles que dans les drones. Donc c'est une entreprise qui est extrêmement intéressante, qui affiche des profitabilités de l'ordre de 50%, et un taux de croissance continue, avec des valorisations toujours intéressantes. L'IPO a très bien performé depuis le début de l'année, on est très content d'avoir participé. Je crois qu'on est à plus 60, plus 70% depuis l'IPO. On a aussi investi dans Ateme, qui est une entreprise française qui a récemment gagné des contrats très intéressants. C'est une entreprise française qui est spécialisée dans la compression de vidéos, notamment pour le live streaming, qui est extrêmement intéressant pour les événements sportifs
et ou pour tout simplement les lives en direct de tout type d'événements. Ils viennent de gagner des contrats extrêmement intéressants avec Netflix, avec YouTube, qui les qualifie comme un acteur, un des principaux acteurs, des trois premiers principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la compression, et qui ajoute un levier opérationnel très fort, car la marge était jusque-là autour de 10%, mais d'après le management et les incentives qu'ils possèdent sur leurs bonus et l'indexation, etc., on espère que d'ici à 2 ans, la profitabilité de l'entreprise pourra doubler. Donc extrêmement intéressant. Ensuite, pour parler très vite, on continue sur cette thématique. Ça a très bien fonctionné avec Artege, dont on parlait plus tôt, dans l'électrification et les cabines et les transformateurs. Conchar, c'est une entreprise croate. Typiquement, encore une fois, c'est notre stratégie d'aller chercher les entreprises qui sont peu suivies et qui sont peut-être inconnues du public. Donc, Conchar, c'est une entreprise croate spécialisée dans les transformateurs, qui a quand même une très certaine crédibilité sur le marché. Ils ont déjà une première JV avec Siemens Energy et ils vont en faire une deuxième. Ils sont actuellement en transition pour en faire une deuxième, très exposée du coup à la transition écologique, et aussi avec un léger segment sur les transports qui nous intéresse fortement, et un léger segment sur les transports et un léger segment sur les drones. En dernier, on a ajouté Cox. Cox, c'est une entreprise extrêmement intéressante. En fait, c'est une entreprise espagnole qui est un des leaders mondiaux dans l'assainissement de l'eau. Et typiquement, ils opèrent des usines d'assainissement. Le premier coût d'une usine d'assainissement, c'est 60%, c'est de l'électricité. Et ce qu'ils ont fait, c'est une stratégie très intéressante de combinaison d'énergie renouvelable et de centrales d'assainissement d'eau. Aujourd'hui, ils ont fait une opération extrêmement intéressante au Mexique avec Iberdrola pour acheter la totalité de leurs actifs. L'entreprise, elle fait à peu près 1 milliard de capitalisation boursière actuelle, mais à l'heure actuelle, avec les actifs qu'elle possède, elle pourrait sortir entre 400 et 450, 500 millions de cash flow opérationnel par an. Donc certes, elle s'est endettée, mais nous, ce qu'on voit, c'est un deleveraging qui devrait arriver très rapidement, une stratégie intéressante sur l'assainissement de l'eau et l'énergie renouvelable, et également un levier opérationnel du coup qui est extrêmement important. Du côté des ventes, on voulait vous parler aussi de ce qu'on a sorti et pourquoi. Donc on avait une position dans Enza pour ceux qui nous ont suivis qui était très bien, qui a excellemment performé. Enza reste une entreprise de très bonne qualité. Cependant, ce qu'on a vu, c'est qu'avec leur dernière acquisition, et notamment avec leur exposition grandissante dans la défense, ils sont de plus en plus exposés au lumpy, donc aux carnets de commandes qui peuvent se déplacer, etc. Et ce qu'on a vu du côté du consensus et du sell side, c'est qu'ils priçaient énormément de croissance de ce côté-là, alors que le marché, on le sait toujours dans la défense, peut prendre un peu plus de temps. Donc on a décidé de prendre nos bénéfices sur une valorisation qui était supérieure à 10 fois l'EBITDA forward, avec en plus la totalité du potentiel de l'acquisition qui était pricé, et toujours ce risque défense qui était grandissant. Donc on a préféré sortir de la position pour réinvestir typiquement sur les entreprises qui offrent des potentiels de croissance plus intéressants et des niveaux de valorisation aussi plus intéressants. Suisse Microtech, donc dans les semi-conducteurs, on a vu une multiplication des niveaux de valorisation, une expansion extrêmement forte, extrêmement rapide. On reste sur notre modèle. À la base, quand on avait investi dans Suisse Microtech, le levé EBIT forward était de l'ordre de 12 fois. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On s'est laissé porter par l'explosion de l'IA. Aujourd'hui, nous, on reste dans le contrôle des entreprises cycliques et de notre exposition au secteur cyclique. Et donc, on a préféré, encore une fois, prendre des bénéfices pour retourner sur des segments qui avaient à la fois des potentiels de valorisation et à la fois peut-être une cyclicité un peu plus faible. Et dernièrement, du coup, on a vu l'OPA plus récente de Advanced Medical Solutions, une prime de 35%. Typiquement, c'est une OPA dont on s'attendait parce que depuis 1 an et demi, il y a eu 3 potentiels acheteurs pour Advanced Medical Solutions, donc il n'y a eu aucun doute de ce côté-là. Du côté de la valorisation, avec la prime, l'entreprise se paye autour de 12 fois l'EBITDA forward, ce qu'on trouve tout à fait raisonnable et légitime. L'entreprise a été rachetée par le leader mondial du marché, un Américain nommé HB Fuller. On n'a aucun doute sur le fait que l'OPA va se faire. On a préféré prendre nos bénéfices à 2% en dessous du prix de l'OPA pour pouvoir le réinvestir et tout de suite capitaliser sur de nouveaux futurs gains. Et ensuite, Riway, on en avait parlé, effectivement, on a jugé peut-être le prix un peu juste, mais vu qu'ils ont un accord avec l'acheteur pour que le top management et les autres personnes du groupe
soit intégré dans la nouvelle entreprise. Il y a très peu de chances pour que l'offre ne se fasse pas, et donc un potentiel de revalorisation qui est limité. Donc on a préféré aussi sortir pour rentrer sur d'autres entreprises à fort potentiel. Voilà pour les entrées et les sorties. Je vous laisse maintenant avec Jules pour le mot de la conclusion. Merci Romain pour ces détails intéressants et à tous pour votre écoute. Je vois que certains d'entre vous se manifestent pour poser des questions. Il y aura bien sûr un petit temps dédié aux questions-réponses à la fin de la présentation, mais avant ça, je vais conclure cette présentation fortement intéressante. On a pu voir qu'après des années un peu compliquées pour les small et micro cap, on commence à rentrer dans un contexte qui est de plus en plus favorable à la classe d'actifs. On est toujours sur des niveaux de valorisation qui sont historiquement basses, avec une décote assez importante par rapport au private equity, mais aussi au large cap, de l'ordre de 25 à 15% en fonction des classes d'actifs. Mais on sent qu'il y a une dynamique qui est différente en Europe aujourd'hui, avec des plans de relance massifs qui ont été initiés notamment par l'Allemagne, et des soutiens plus locaux qui ont été aussi mis en place, que ce soit en France via la CDC Croissance qui a injecté 500 millions d'euros courant 2025 et un petit peu début 2026, la BPI France qui va investir 200 millions d'euros courant de cette année, le FNS qui est le Fonds national italien qui a un fonds de fonds au soutien des PME éticotées, Intermonte qui est un ETF italien qui va soutenir la côte italienne sur cette particularité des small et micro cap, et plus récemment l'initiative TB3. Ce qu'on voit également, c'est que cette classe d'actifs est moins sensible aux tensions commerciales. On a pu voir l'année dernière que le fonds avait bien résisté, mais aussi à la classe d'actifs aux tarifs douaniers qui avaient été initiés par Donald Trump, et plus récemment cette année avec les tensions au Moyen-Orient. Il y a vraiment cette expédition européenne qui est poussée par cette volonté de souveraineté qui permet d'avoir moins de variations et de volatilité face aux tensions qu'il peut y avoir dans notre monde. Et dernier point, c'est le retour des flux. Après des années de décollecte assez importantes, on voit que depuis 2025, il y a une tendance de réinvestissement sur cette classe d'actifs et la volonté des acteurs de s'y réexposer, ce qui aussi donne de la performance et des flux entrants sur les small et micro cap. Ce n'est pas encore très significatif, mais on est optimiste à voir les flux, excusez-moi, revenir de plus en plus dans les mois prochains. Dans ce contexte qui est désormais un peu plus favorable sur la classe d'actifs, on voit qu'Abacus Discovery continue de se distinguer. Après 5 ans du coup de reprise du fonds, la performance est au rendez-vous et elle est tirée par différents biais. Par notre approche qui est dite Quarp, avec une volonté de création de valeur sur le long terme, qui est appuyée par des rencontres dirigeants assez importantes, parce que les équipes, que ce soit Edwin, Martial et Romain, rencontrent plus de 500 dirigeants chaque année. C'est une gestion de conviction qui est assez différenciante des indices, avec un accent, comme vous avez pu voir, sur les micro-caps, les secteurs acycliques et sur l'Europe du Sud. Et ça, je l'ai déjà dit, une surperformance durable depuis notre reprise de gestion 2021. Quoi de mieux que regarder les classements, que ce soit Cantaris, Morningstar et Citywire, pour faire un petit bilan de ces 5 ans. Le fonds est 5 étoiles Morningstar, 5 étoiles Cantaris, comme vous pouvez le voir. Et il se retrouve à chaque fois dans le premier quartile ou percentile en fonction des sites de notation, que ce soit sur 1 an, 3 ans ou 5 ans, Cantaris, Morningstar et Citywire. Ça sont des graphiques que j'aime bien, qu'on a récupérés de Cantaris, qui montrent un peu que le fonds se retrouve parmi les meilleurs performeurs de sa classe d'actifs, avec une volatilité qui reste maîtrisée, car dû à notre méthodologie de gestion d'investir dans des sociétés de qualité acyclique, on se retrouve avec une volatilité moindre et une bonne résistance lors des phases de marché un peu plus compliquées, comme on avait pu les citer précédemment. Avant de passer aux questions-réponses, un petit point sur les référencements, ce qui avance bien. Le fonds est disponible chez AG2R, la mondiale partenaire, Neufrise, Norcia, Cardiff, récemment Generali et AXA Luxembourg. Et on attend des référencements pour UAF, Life et Swiss Life, qui devraient arriver dans les mois à venir.